Aujourd'hui, nous nous trouvons à Bas-sur-Mer, sur la façade ouest de la France, pour découvrir le Grand Blocos que vous découvrez derrière moi sur l'image. Je suis aujourd'hui en compagnie de Luc Brouwer. Bonjour Luc. Bonjour Pierre. Enchanté, merci de nous recevoir. Bienvenue sur la côte, avec un temps magnifique aujourd'hui. Eh oui, donc aujourd'hui on se trouve un peu sur le promontoire rocheux à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer pour découvrir le Grand Blocos qui est derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors c'est un bâtiment qui est assez impressionnant sur 5 niveaux différents. Il y a 3 niveaux d'observation successifs. Alors pourquoi 3 niveaux d'observation? En fait, pour des optiques différentes. Alors c'est un peu technique, hein. Tout là-haut, le télémètre de 4 mètres qui par triangulation de la distance des navires en mer juste en face de nous. Le goniomètre, le degré par rapport au nord magnétique, et un correcteur de parallaxe, et en plus de cela, des opérateurs avec des jumelles qui passent leur temps à scruter, comme sur la passerelle d'un navire. L'intérêt, c'est d'être le plus haut possible. Donc c'est pour ça que le bas du blocos est à 16 mètres, et tout là-haut, on est à 28 mètres au-dessus de l'eau, ce qui permettait normalement de voir jusqu'à Belle-Île-en-Mer à 45 km, et Noirmoutier 30 km au sud. C'était le panorama, donc surveillé par le bâtiment ici. Et on est tout près ici de l'embouchure de la Loire, qui est à 22 km là-bas. Et donc, 22 km, c'est la portée précise des gros canons qu'on a vus à l'extérieur. Voilà, on en reparlera plus tard. 2 gros canons, 140 tonnes chacun, invisibles de la mer, ils étaient 500 mètres derrière, mais eux ils pouvaient bloquer la Loire, donc là-bas à 22 km. Alors ce bâtiment a été construit en un temps record de 3 mois et demi, donc c'est très rapide. Il contient 125 tonnes de fer. Alors, souvent les gens pensent voir des éclats sur les murs. Ce ne sont pas des éclats, mais ce sont les fers à béton, de manière régulière, qui ont rouillé après la guerre, car le bâtiment était resté à l'abandon pendant 53 ans. On voit aussi des traces horizontales verticales, ce sont ces bois de coffrage. Contrairement à une maison qu'on bâtirait au fur et à mesure, il y a d'abord eu ce squelette métallique, 125 tonnes de fer attachés ensemble sur 2 mètres d'épaisseur, puis ce coffrage extérieur et intérieur en bois, et c'est par le haut qu'on est venu remplir 1800 mètres cubes de béton liquide. Alors c'est l'équivalent de 300 camions toupies de 6 mètres cubes. Et une fois que ça a séché, on a retiré le bois, ce qui a laissé ses traces. Et après, ça fait du béton armé sur 2 mètres d'épaisseur, c'est très costaud quand même. Alors, il faut imaginer que le blocos, on le voit là, c'est la couleur qu'il avait à l'époque quand il a été livré. Il est un petit peu de couleur sable. Il était très visible de l'aviation. Les Anglais faisaient des survols réguliers de la côte, ça passe pas inaperçu, ni le chantier, ni le bâtiment. Et le blocos avait donc été camouflé, comme on n'est pas très loin du bourg de Bas, en grosse villa. Alors quand on le voit comme ça peut paraître surprenant, mais quand on voit les photos après à l'intérieur, ah oui, incroyable. Il y avait 31 fenêtres qui étaient peintes tout autour et un double toit en bois. Et puis il y avait quand même aussi, si un avion s'approchait trop près, parce que les Alliés étaient au courant, la résistance, 6 canons anti-aériens pour empêcher qu'on s'approche. Et bien que ce signalé est connu, il n'a jamais été bombardé de toute la guerre. Donc c'est quand même assez rare de trouver un blocos resté en état de très bonne conservation. Il n'y avait pas une fissure dedans. Quel est l'état d'intérêt de ce poste de commandement par rapport aux batteries qui sont à 500 mètres derrière de Kermoisin notamment? Le blocos dirige les 2 canons en cas d'attaque navale. Donc les canons doivent pouvoir bloquer la Loire ou alors contrer un débarquement sur la baie de la Baule. Et comme ce sont des canons sur crénoline, ils peuvent aussi se tourner et bloquer là-bas un débarquement, par exemple sur la grande plage de la Turballe. Donc ils avaient ici une triple action. Mais c'était bien la marine et uniquement le commandement de ces canons, en fait, pour bloquer la Loire. Et tout ça fait partie évidemment de ce mur de l'Atlantique. Alors qu'allons-nous découvrir au sein de ce musée? Avec mon frère, on était de la région parisienne et on avait toujours rêvé, en voyant les musées de Normandie, de se dire oh là, quelle chance, ces gens qui travaillent dans leur passion. Nous-mêmes, on avait rêvé de travailler dans notre passion, pas vivre ça seulement comme un hobby ou le week-end, etc. Et on est tombé sur ce blocos en photo. On était à Paris, moi j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, mon frère a fait une école de commerce. Et on a eu une sorte de choc, on s'est dit mais c'est bien la région de Saint-Nazaire, où il y a eu ce Lancastria qui a coulé, où il y a eu le raid anglais, la première attaque, où il y a eu les bombardements avec la base, qui est aussi la dernière région libérée de France. Alors on est venu ici dans la région parce qu'on pensait qu'on allait découvrir un lieu qui racontait tout ça, mais on n'en avait pas entendu parler trop, alors on se dit non, on va quand même vérifier, donc on est venu sur place. C'est là qu'on a découvert le blocos, il était à l'époque recouvert à moitié de lierre, rempli de graffitis, de gravats, etc. On dit mais c'est incroyable, ce bâtiment est là, témoin de l'époque, totalement vide, et personne ne raconte cette histoire qui va finir par partir aux oubliettes, parce que quand les témoins auront disparu, c'est le cas maintenant en 2022, il n'y aura plus personne pour raconter. Et donc on a fait ces démarches, et on a ouvert ici le musée le 1er juillet
97, donc ça fait maintenant 26 ans. Effectivement, on a reçu beaucoup de témoins de vétérans qui nous ont apporté beaucoup de choses et ça permet de continuer à raconter cette histoire. Ils ont été filmés aussi. Et ça fait maintenant 26 ans, on reçoit à peu près 40 000 visiteurs par an. Donc c'est quand même pas rien. Et cette poche de Saint-Nazaire et ce raid ne sont pas oubliés, ça c'est sûr. Alors on va commencer la visite du Grand Blockhaus, donc je vous suis. Ça marche, Pierre, attention à la marche et la tête toujours. Alors on entre ici dans le bâtiment. Ici, tout avait disparu, la Libération. Il faut imaginer, le bâtiment est resté à l'abandon. Dès la fin de la guerre, les civils ont couru à l'intérieur. Ils ont fait tomber le toit. Il avait neigé ici le 1er mai 1945. Donc les civils ont fait tomber le toit pour récupérer les matériaux. Il y avait très peu de bois de chauffage. Et après, le bâtiment est resté abandonné pendant 53 ans. Alors 53 ans, tout a été enlevé. Par terre, on voit les traces du carrelage. Il y avait du lambris sur les murs, le moindre morceau de fil. Tout avait disparu. Et donc ici, à l'époque, c'était des calculateurs de tir. Des grosses machines. Ici, la chambre de l'officier de quart, qui était à peu près pareil, mais sauf qu'il n'y avait plus de porte ni de fenêtre. Et donc, on a gardé la structure du bâtiment, on n'a pas touché, mais on a dit on va réutiliser l'espace pour parler de scènes importantes de l'histoire locale qui ne se sont pas déroulées dans le Blockhaus. C'est pour ça que derrière, il y a des décors. Et alors, chronologiquement, dans les événements importants de la région, le premier, vraiment le plus important, c'est la catastrophe du Lancastria. Ce navire qui a coulé le 17 juin 1940. On n'a jamais su le nombre exact, entre 2500 et 3500 morts côté britannique. On a reçu 3 survivants de ce monsieur-là, Sweeney, ici au musée. Et ça passionne toujours les gens de voir cette histoire. C'est très peu connu. C'est ça. C'est 2 fois plus de morts que le Titanic. Ça s'est passé juste devant nos côtes, entre ici Saint-Nazaire et Noirmoutier. Et le bateau est toujours signalé par une bouée. C'est un cimetière marin. Mais très peu de gens connaissent. Alors on va monter maintenant dans la première visière. Voilà, premier poste d'observation. Avec une première vue ici. Alors là, ça résonne un petit peu, mais c'est ce à quoi s'attendent les visiteurs qui visitent un Blockhaus. On a tous à l'esprit le film Le jour le plus long, donc le Major plus 4 qui prend ses jumelles, qui les prend à plusieurs reprises, et puis une dernière fois quand même le 6 juin au matin, avant d'aller se coucher, bon allez, une dernière fois, et là il reprend ses jumelles et il voit l'horizon qui se couvre d'un trait noir, les 6000 navires alliés, et dans l'esprit des gens, quand on visite un Blockhaus, c'est un peu ce à quoi on s'attend. Cette vue d'un horizon, heureusement aujourd'hui pacifique et vide, mais effectivement, c'est ce un peu à quoi s'attendent les gens en visitant un Blockhaus. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait aucune maison, donc on avait une vue imprenable. Alors je pense sûrement aux étages supérieurs, mais sur vraiment des différentes pointes aux alentours. Tout à fait, notamment Belle-Île-en-Mer, quand on est tout là-haut, à 28 mètres au-dessus de l'eau, on voit très bien Belle-Île, qui est à 45 km dans cette direction, et Noirmoutier, qui est là-bas à 30 km. Maintenant, on va aller dans les 2 postes d'observation supérieurs. Comme à l'époque. Voilà, alors ça plaît beaucoup aux enfants. Là, on est au 2e étage. On a remis ici en place un appareil d'optique. Il y avait 3 appareils d'optique différents en fait. Bon, c'est assez technique, et celui-là est la particularité c'est un appareil de la Kriegsmarine. On peut voir ici et là en même temps. Donc avec un viseur. Tu peux regarder Pierre, on voit très bien les bateaux en face là. Ah ouais, parfait. Et alors ce que tu vois derrière, ce sont les mâts des futurs champs d'éoliennes. C'est vrai, ils en ont parlé récemment. Voilà, 82 éoliennes je crois. Donc là on va monter dans la dernière visière, la plus haute, qui est à 28 mètres au-dessus de l'eau. En fait, ici, pendant la guerre, c'était fermé. Okay. Donc il y avait un système un peu différent d'ici. On en voit les traces, vous voyez là. D'accord. Il y avait des charnières et les vitres donc basculaient à partir d'ici et pouvaient être, vous voyez, avec des crochets accrochés là-haut. Donc on a un système, nous, de même amovible qui est un peu différent parce que c'est pas encore fini. Ça fait 26 ans que le musée est ouvert et normalement cet hiver, si tout se passe bien, ici on aura le télémètre d'origine. Alors le télémètre de 4 mètres blindé. D'origine française, Non, mais alors celui-là il est allemand. Il pèse entre 300 et 400 kg. Donc il est en cours de restauration dans la région et il faut qu'on fasse fabriquer une pièce mobile, une sorte de berceau ici, et qu'il puisse bouger sur ce socle. Et après, les gens donc, pourront voir au loin exactement comme à l'époque. Et les batteries Carmoisan qui étaient juste là. Voilà, derrière, le château d'eau qu'on voit d'ailleurs repose sur l'un des Blockhaus. Alors si on monte ici, on verra encore mieux. Hein. Voilà. Donc on voit là-bas les marais salants, les hauteurs de Guérande avec la collégiale. Voilà. L'emplacement du canon prévu de 305 où il y a le château d'eau.
Et puis là-bas, on voit l'église de bas, à droite, voilà. C'est un des rares points qui est plus haut que où nous sommes. Le croisic dans cette direction, et là-bas, c'est la Baule Saint-Nazaire. Attention à la tête. Ouais. Alors ici, on est dans le sous-sol du blocos, bien à l'abri sous plusieurs mètres de béton armé, puisque les cloisons intermédiaires, c'est 1 mètre, mais tout ce qui est sur l'extérieur, c'est 2 mètres. Alors c'est là qu'étaient installés les appareils de ventilation pour amener toujours de l'air frais dans le bâtiment. Et le premier cadeau qu'on a eu, parce que c'est souvent l'intérêt aussi de faire un musée, les gens apportent des choses, et on était encore en train de faire les travaux avec mon frère, c'est-à-dire qu'il a fallu sabler les murs, nettoyer, c'était rempli de gravats de graffiti, quand les 2 frères champenois sont arrivés donc en 97, et nous ont dit on va vous montrer un truc, ça c'est sûr que vous n'avez jamais vu. Alors ils déplient, ils avaient une espèce de grand bâton de bois avec quelque chose de roulé autour, et ils le déplient et ils nous montrent voilà la carte de la batterie, avec les canons sur rail, le blocos où nous sommes, les canons anti-aériens, et toute la ville de le bourg, ce qu'on appelait le bourg de Bas à l'époque, chaque maison est marquée, et puis on voit ici les marais salants, et là autour, on a une comparaison avec la photo aérienne d'époque, ce n'était que des champs cultivés à perte de vue. Et donc les frères champenois nous disent « Ah là, ça vous plaît cette carte ?» On dit « Bah oui, c'est incroyable. Combien de batteries ont conservé des cartes comme ça, faites sur un tissu en fait, hein. Et il dit bah, « alors, pourquoi vous avez gardé ça ?» En fait, leur maison ici, c'est celle qu'ils ont mis en bleu, blanc, rouge, voilà, c'est la seule correctif qu'ils ont fait à la carte, était occupée, la villa Kerjanik, sur la plage Saint-Michel. C'est là qu'on a pas mal de photos des Américains qui se baignent à la Libération. Leur villa était occupée par les Allemands de la batterie. Car toutes les villas du front de mer, les villas secondaires, avaient été réquisitionnées en fait par l'occupant. Et ils ont trouvé la carte sur le mur à la Libération. Alors ils l'avaient gardée dans le grenier et on leur a dit bah, ce symbole-là correspond au canon anti-aérien. Il y en avait 6 autour du blocos. Des projecteurs ici, voilà. Les barbelés, les Tobruk pour mitrailleuses, l'emplacement des canons sur rail, 24 les Allemands comptent en centimètres, alors nous en millimètres, hein. Donc ça fait 24 cm, 240 mm, Eisenbahn sur voie ferrée, les emplacements des 2 canons. Et donc tout ça nous intéressait beaucoup, on leur dit regardez en plus c'est le marquage de l'unité ici, de la batterie. Hein. Et puis à un moment ils se sont conciliés tous les deux, au début ils nous avaient dit bah, prenez autant de photos que vous voulez, et puis avant de partir ils ont dit allez finalement, elle sera peut-être mieux dans le musée ici que rouler dans le grenier, et c'est le premier cadeau qu'on a eu ici, c'était même avant l'ouverture le 1er juillet 97. Voilà. Très beau cadeau. Voilà. Et c'est là qu'on voit vraiment autour qu'il n'y avait que des champs cultivés. Hein. Ouais. Alors ça nous permet, quand on fait des visites avec des scolaires ici, de parler des différences de vie entre le fait qu'il y avait peut-être que 2-3 voitures à Bas-sur-Mer à l'époque, que les gens vivaient au champ ou au sel, ou alors prenaient le train pour aller au chantier naval où il y avait à l'époque 20 000 personnes qui travaillaient. Donc il y a vraiment des changements considérables. Aujourd'hui, c'est ici recouvert entièrement de maisons et d'arbres. Donc totalement différent de ce paysage, totalement de champs à l'époque. Alors ici, on entre dans le PC radio, c'est là où étaient les téléphones, les radios, etc. Et chaque fois, en fait, ça raconte une petite histoire. Comme on l'a vu là-haut, il y a Maurice, il y a les Anglais du Raid. Et en fait, ici aussi, ce sont des personnages qui correspondent à des gens qui ont vraiment existé. Par exemple, ce reporter avec son appareil photo, voilà, le voilà, Max Hartmann, qui faisait des articles dans le journal local de la poche de Saint-Nazaire, il s'appelait Die Festung. On a ici représenté un feldgendarme qui vient rechercher, parce qu'il y avait des Allemands qui coopéraient avec les Alliés, c'était le cas, on a la liste ici, de certains d'entre eux qui ont été immatriculés dans un réseau de résistance, et il y en avait un qui était opérateur justement dans une batterie de la marine, et donc on peut imaginer qu'il était recherché, etc. Et le capitaine ici, italien, qui tenait la batterie de la pointe Saint-Gilda. Alors lui, il a déserté, et puis après il avait ramené des plans pour les Alliés, etc. Il a donné pas mal d'informations en fait. Donc ça correspond à des personnages qui ont pu exister à différents moments. En fait, ça raconte une histoire. Donc ici, on était aussi en lien avec les batteries aux alentours, voilà, c'est ça. Différents sites de guerre. Voilà, c'était pas comme les portables aujourd'hui, c'était différent. Ouais. Il y avait besoin de plus de fils. Hein. Alors aussi une auxiliaire féminine, on voit pas beaucoup. Ouais. Il y avait beaucoup dans le femmes combattantes, notamment dans l'armée russe. Les Allemands avaient pas mal de, mais c'était plus ce qu'on appelait les souris grises, c'était plus des téléphonistes, des radios, etc. Alors là, on voit l'armurerie. Alors c'est là qu'on voit qu'il y a des traces, par exemple ici, de carrelage par terre. Et puis cette histoire de lambris sur les murs, vous voyez ici, il y avait des cales de bois dans le béton frais en fait. Et c'était ici lambrissé. On ne l'a pas lambrissé, on a lambrissé celle d'à côté pour le commandant. Mais celle-là, on ne l'a pas lambrissé. Alors on voit ici un parachutiste allemand. Alors il y en avait pas mal.
poche de Lorient, poche de Saint-Nazaire, et surtout, il y en avait surtout à Brest lors des combats. Et ils étaient en fait, pourquoi? Parce qu'ils étaient en formation dans le centre de la Bretagne. Voilà. Et donc ils se sont retrouvés ici. C'était un peu les forces d'élite côté allemand en fait. Ils étaient face aux Américains dans le secteur de Cordemais. Ici, ce que les gens appelaient les Russes blancs. Là, il s'agit d'un Cosaque pour le coup. Et c'était des troupes de l'Est que les Allemands avaient enrôlées. On a quelques images ici de troupes, c'est pas très connu. Hein. Et cette carte de France qui a été faite pour les Américains qui montre les différentes unités d'étrangers en fait, dans l'armée allemande stationnée en France. C'est une carte américaine de mai-juin 44. C'est assez précise. Alors il y avait des Cosaques, des Tatars, etc. Les Allemands ont toujours joué sur les nationalismes. Alors ils disaient battez-vous avec nous, on vous donnera l'indépendance. Vous pouvez toujours faire des promesses. Et comme ça ils avaient créé des légions en fait. Hein. Voilà. Donc pareil, ce panneau raconte cette différentes histoires. Et là un peu c'est l'artiste du blocos. Puisque vous avez remarqué, il y a différentes fresques. C'était un peu froid, les murs du blocos, donc pour se divertir et réchauffer un peu l'ambiance. C'est aussi une tradition allemande dans les maisons de peindre l'intérieur des maisons et l'extérieur. Hein. Et donc, on s'est inspiré de dessins qui ont vraiment existé dans d'autres blocos. Donc ça a été trouvé, cette peinture, dans un autre blocos, et on a refait vraiment à l'identique. Alors, sur la droite, on a un modèle de canon de DCA allemand. Oui, alors c'est le fameux 88 anti-aérien. Et pour rappeler qu'il y avait 6 canons anti-aériens autour du blocos, car on l'a vu, il était déguisé en villa. Alors ce qui reste, c'est ce mur d'angle. On voit qu'ici, c'est du béton armé, c'est-à-dire qu'on voit les morceaux de fer à béton qui sortent de manière régulière, les traces des planches de bois qui ont servi au coffrage, et on voit qu'à gauche, c'est de la brique recouverte de crépi. Donc ça fait partie du camouflage. Voilà, pour donner un aspect carré au blocos vu de la mer. Et comme la résistance et les alliés étaient au courant, ils auraient pu envoyer quand même des avions pour s'approcher, pour voir quelle maison c'était. Et c'est dans ce sens qu'il y avait 6 canons anti-aériens autour. Alors, ils n'étaient pas collés comme maintenant, ils étaient dans un emplacement avec des toiles de camouflage autour. 3 de chaque côté. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là-bas, voilà, là-bas, on voit le canon, le tube du canon sur rail. Ouais. Alors c'est le tube d'origine, hein, 1896, qui à l'époque était monté sur voie ferrée. Et contrairement à ce que tout le monde pensait, ce n'étaient pas des canons allemands donc, mais français. Bien des vieux canons français de la Première Guerre mondiale, qui étaient donc 500 mètres derrière. C'était que des champs cultivés à perte de vue. Et 500 mètres derrière au ras du sol, oui, on voit bien, ils étaient totalement invisibles de la mer, alors que les navires, on les voyait très très bien tout à l'heure dans les visières. C'est vrai. Alors, en tout cas, merci beaucoup Luc pour cette visite, très riche, très intéressante pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas ce lieu. C'est vrai que moi j'ai eu la chance et l'opportunité de le visiter de nombreuses fois durant ma jeunesse, mais c'était vraiment une belle occasion de le découvrir avec vous. Donc je tenais à vous le remercier en tout cas. Ce que je fais en fin de vidéo à chaque fois, c'est une transmission pour les jeunes générations, une bouteille à la mer comme on dit. Quel message vous souhaiteriez porter à cette jeunesse qui est confrontée à un monde bien entendu en paix en France, mais qui est bouleversée par des conflits en tout genre et ce travail de mémoire, ce souvenir? Je dirais surtout que c'est un travail important au niveau de la fraternité entre les pays. Voyager, aller voir les autres, vous verrez qu'il y a des gens très bien partout. Et puis parler les langues étrangères pour ça quand même, c'est bien. Et puis en voyageant, on s'aperçoit qu'il y a des gens très bien partout et qu'on n'a pas tellement de raison de se tirer dessus. Donc voilà, c'est le message d'espoir que je donnerais. Et le musée à l'avenir, est-ce que vous avez d'autres projets? Alors c'est pas qu'on a d'autres projets, c'est qu'on en a déjà fait d'autres. Et donc on a eu pendant 12 ans un musée en Normandie sur Utah Beach à Kinéville. Là on a cédé à d'autres parce que c'était un peu loin. Mais on gère aussi donc le musée, le blocos hôpital des Sables d'Olonne. Donc lui qui reçoit 20 000 personnes, qui présente la Seconde Guerre mondiale en Vendée. Donc là ça fait maintenant 7 ans. Et depuis une dizaine d'années, on gère aussi dans le centre-ville de La Rochelle, le bunker de La Rochelle qui présente l'histoire de la région de La Rochelle pendant la guerre. Alors sur les sous-mariniers, c'était deux lieux uniques. Contrairement à ici où il a fallu tout remettre en état, ces deux sites avaient été totalement préservés. Alors sur l'ensemble des 3 sites, c'est les seuls de la côte atlantique, sur 800 km. On reçoit quand même 100 000 visiteurs par an. Donc c'est une histoire qui ne sera pas normalement oubliée, on l'espère. En tout cas, merci beaucoup Luc pour ce moment agréable et passionnant pour 2 passionnés d'histoire, on va dire ça comme ça. Nous aurons l'occasion dans d'autres vidéos d'aller découvrir bien entendu le bunker hôpital des Sables d'Olonne et celui de La Rochelle. À très bientôt Luc et merci encore pour votre présence. Merci.